Yo ma couille, comment ça va? T'as foutu quoi aujourd'hui? Vas-y, raconte vite fait. C'est quoi le contexte là? Il t'arrive quoi? Moi, je reviens du travail. Officiellement, je suis médecin, mais T'es en train de dire que t'es médecin ouais, et je suis pas sûr que tous tes followers sachent que t'es médecin. Les miens en tout cas le savent probablement pas. Donc tu es médecin. C'est pour ça ouais, que tu t'appelles Dr TN sur ta chaîne. ouais, c'est un pseudo, ouais, ouais. Et t'es généraliste? Tu fais quoi? Ah, ça, je préfère que ça reste privé quand même, tu vois. Je suis sûr que t'es proctologue, un truc comme ça. Mais non, 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 non. Tous mes confrères vont me prendre pour un fou, mais moi, je considère que dans 10 ans, il n'y aura plus de médecins, tu vois. Vas-y, explique pourquoi C'est tout ce qui est intelligence artificielle, robotique. on se fera soigner par des robots. Non, disons, non, le médecin ne disparaîtra pas, tu vois, mais la valeur du médecin sur le marché du travail va diminuer de façon drastique dans les 5 à 10 prochaines années. En fait, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit la civilisation continue son développement technologique, et là, il y a une vraie évolution nécessaire pour rester un mec qui pèse, comme tu as l'habitude de dire. Soit il y a un effondrement généralisé, comme prétend Piero San Giorgio, et là, on revient à la préhistoire avec des migrants cannibales. Et là, le médecin, on sera là, putain, ma copine, elle s'est fait bouffer une jambe, on a besoin de toi, mon pote. Et là, tu auras de la valeur grave et tu auras plein de femelles. C'est l'un ou l'autre, c'est qui tout. Disons que la valeur se déplace. Tu vois, c'est comme au Moyen-Âge, le bouffon, tu vois, c'était, on va dire, un petit gueux, tu vois, qui passait de château en château, il valait pas grand-chose. Maintenant, les bouffons d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les youtubeurs, les grands acteurs, tu vois. Et eux, ils pèsent plus que les médecins. Vieux, je suis comme un dingue. Là, j'ai une vidéo de Dr TN en live. Là, t'es en train de me faire du Dr TN, quoi. Tu m'expliques, attention, maintenant, la démonstration technique. Pouf. Alors, tu vois les petits bouffons, ils se déplacent de château en château, mais vas-y, continue, je suis comme un dingue. Non, je non, non, t'écoute. c'est juste la valeur se déplace. Avant, quand tu étais maréchal Ferrand, tu vois, t'étais un mec qui pèse. Maintenant, depuis que la voiture est arrivée, tu vaux plus rien sur le marché du travail. C'est tout simplement ça. Grave. Effectivement, la valeur se déplace. Et c'est l'avancée de la technologie. C'est comme si je te disais, il y a 150 ans, 80% des travailleurs étaient dans l'agricole, quoi. Maintenant, 80% s'est déplacé, on va dire, dans le tertiaire, donc ça vaut plus grand-chose, tu vois. Maintenant, les paysans, ils sont plus en dépression, ils ont des tendances suicidaires, quoi. Écoute, c'est intéressant. Mais bon. Si t'avais un peu de politesse, tu me demanderais ce que j'ai foutu dans la journée. Ah oui. Mais je suis sûr que tu vas le faire, vas-y. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Bon, en fait, je sais, puisqu'on a discuté sur WhatsApp, mais Comment ça, tu sais? on en a discuté sur WhatsApp avant de faire ce live. Je t'ai raconté ce que je faisais aujourd'hui? Bah oui. T'es sûr? Tu m'as dit Qu'est-ce que j'ai fait alors? que t'étais en tournage. Ah ouais, ok. Ouais, bah, je t'ai raconté. Ouais, vas-y, raconte. Ok. T'as fait quoi comme scène? Alors, aujourd'hui, j'ai fait l'éducation de la jeune Lola. Lola. Ouais, Lola, elle est nouveau dans le business. Lola, elle fait de la webcam. Ah, C'est une petite nana qui fait de la webcam et je lui file un coup de main. Je lui file un coup de main pour apprendre les rouages du métier et tout ça. Donc aujourd'hui, par exemple, je lui apprenais à pas mettre les dents. Parce que la petite Lola, elle met encore les dents, tu vois. Les dents du haut, ça racle, je les sens, quoi. Il y a un moment ou un autre, t'es là, t'es gentil, Lola, mais maintenant, il va falloir apprendre les choses de la vie. Et donc je lui donne des leçons à la maison et c'est double bénéfice pour Lola parce que tandis que je lui donne des leçons, j'ai des caméras, j'ai un studio, tu vois, que Ouais. j'organise ici, j'ai des lumières et j'en fais des vidéos qui sont assez drôles et qu'on peut retrouver sur sweetx.com. Et ces vidéos, une part des revenus générés sur ces vidéos, c'est quasiment du caricatif, une part est reversée à la petite Lola pour financer ses études et sa vie en général, son maquillage, lui acheter des glaces, ce genre de trucs. Voilà. Bah, disons que la plus grande on va dire, les deux éléments qui constituent la valeur d'une femme, c'est sa beauté et sa jeunesse. Elle a quel âge? Elle a 20 ans, je crois. Elle a raison de capitaliser là-dessus, je dirais. Oui. Validation du docteur TN. Alors, elle fait pas que ça, elle apprend le chinois aussi. Ah ouais. C'est une langue d'avenir, hein, c'est une langue d'avenir. Et puis en Russie, on est à côté de la Chine, en fait. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec eux. Certainement, ouais. Je pense que dans 5 ans, le mandarin deviendra LV1 au collège et lycée, tu vois. Non, en fait, dans l'avenir, dans les écoles françaises, tu auras des Arabes qui apprendront le chinois. Enfin, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, tu vois. Moi, je suis dans mon coin. Mais toi, t'es un chinois, t'as gagné, tu t'en bats les couilles, quoi. Enfin, d'ailleurs, es-tu chinois? Je suis pas chinois. C'est ça, en fait. C'est un peu un mystère, tu vois, parce qu'il y en a qui me font des suggestions. Tu es coréen, tu es japonais et tout. Je préfère laisser discuter, tu vois, ça fait du trafic. Moi, je dis que t'es pas japonais, t'as pas l'air d'un Jap. Parce que là, tu vois, ce sera une révélation sur le web. Si, je te dis. Je crois pas que t'es chinois. Attends, laisse-moi jouer au jeu. Et si je gagne, je gagne. Tu le dis. Quoi?
Mais le truc, c'est que moi, j'ai fréquenté que des Japonais, que des Thaïlandais et que des Chinois un petit peu. Et tu n'as l'air d'aucun de ces gens-là. Je pense pas que tu sois ni Thaïlandais, ni Japonais, ni Chinois. C'est effectivement le cas. Je ne suis pas rien de tout ça. Ouais, je pense pas que tu le sois. Et j'arrive pas à dire ce que t'es. En fait, j'essaie de me demander ce que t'es. Par facilité, je préfère t'appeler le chinois parce que t'es bridé et que... Ouais, non, mais je comprends. Hein, et tu sais, mais j'ai des grands frères, tu vois, lorsqu'on est arrivé en France, ils disaient à mes parents, mais ils ont tous l'air pareil, tu vois, enfin, tous les occidentaux, quoi. T'es le vietnamien? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, tu vois, là, je révèle face à tout le monde. Et tu veux que je le coupe dans la vidéo, peut-être, ou non? Non, c'est bon, en fait, je m'en fous. J'ai quand même gagné, quoi. Ouais. Je mérite un peu, quoi. Mais pourquoi vietnamien? Déjà parce que au niveau de la gueule, c'est possible. J'ai quelques potes viet, et effectivement, il y avait une possibilité. Et en fait, tout simplement, statistiquement, tu vois, il y a quand même beaucoup de Vietnamiens en France. Et surtout dans la médecine. Je veux dire, des Asiatiques médecins, t'as beaucoup de Vietnamiens. C'est vrai que les seuls Asiatiques que j'ai connus pendant mes études étaient des Vietnamiens, ouais. Mais c'est peut-être, il y a peut-être un biais de sélection aussi, tu vois, parce qu'entre nous, on se rapproche. La communauté Viet Cong qui s'arrange, quoi. Bah, disons que quand on va dire tu es quelqu'un. Tout a commencé dans les rizières, avec mon ami Cheng. Donc, pourquoi toi tu es allé en Russie, toi? Pour la Russie, en fait. C'est tout con, mais j'ai voyagé pendant un peu plus de 10 ans, nomadisme. Hein. Tous les 3 mois, je déménageais. Donc j'ai vu plein d'endroits dans lesquels je travaillais. J'étais vraiment impliqué. Tu sais, je travaillais avec des locaux, j'étais artiste de rue. Donc je bossais avec des restaurateurs, avec des organisateurs d'événements. J'étais pas un touriste, j'étais impliqué dans la vie réelle. Et le jour où j'ai débarqué en Russie, je me suis senti bien comme nulle part ailleurs. C'est sans doute parce que j'étais au milieu de mon ethnie. Tu vois, la Russie est un pays mono-ethnique. Et un pays aussi de religion chrétienne, orthodoxe. Ouais. Et vu que c'était mon ethnie et ma religion, c'est sans doute ça, hein, tu as vu que j'étais au milieu des miens. Tu es russe d'origine? Ah non, je suis français, Okay. mais je suis de race caucasoïde. Il y a un truc en Russie que j'apprécie énormément, c'est la qualité des relations hommes-femmes. En ayant voyagé à travers le monde, j'ai vu plein de pays où ça partait en couille. Tu as 2 façons de partir en couille. Soit à l'européenne ou à l'américaine, ce qui est un peu la même, où tu as le féminisme ou ce genre de choses qui détruit l'identité sexuelle, ce qui fait que les hommes deviennent des fiottes et les femmes deviennent des camionneurs. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand tu as une relation amoureuse entre un camionneur femelle et une demi-fiotte qui est en fait un mec avec une bite, qui sont ensemble, qui font des bisous, déjà c'est moche, mais au quotidien, tu vois, dans le couple, tu l'expliques assez bien dans tes vidéos, ça foire, tu vois, c'est pas l'harmonie. C'est le yin-yang qui, on va dire, qui n'existe plus. Ouais, on a du caca à la place du yang-yang. Ensuite, je me demande si c'est les femmes qui deviennent plus masculines ou est-ce que c'est les hommes qui deviennent... Ah mais c'est les deux. En fait, en détruisant la polarité, tu as... Une inversion. Oui, une inversion. L'influence, elle fait qu'on commence à s'inverser, mais en fait, tu as une égalisation. De toute façon, de manière globale, sur la planète entière, tu as une sorte d'égalisation qui se fait par l'argent. C'est-à-dire que l'argent fait que chacun veut devenir vendeur. Et vu qu'on a tous comme objectif de vendre, toi, moi, tout le monde, on veut tous vendre, on participe tous à ce projet globaliste, capitaliste, quelque part, et pour bien vendre, on a besoin de simplifier le processus de vente. Si on commence à considérer chacun comme un individu et à parler à tout le monde de manière différente en respectant l'identité de chacun, on s'en sort plus, c'est compliqué. Donc généralement, en tant que vendeur, on a un message pour la masse. Et pour que ce message passe, il faut uniformiser les masses, il faut détruire l'identité, il faut qu'il n'y ait plus de mecs, il faut qu'il n'y ait plus de femelles, il faut juste quelque chose entre l'homme et la femme à qui on parle de la même façon, mais qui veut bien acheter notre produit. Et c'est pas que l'identité sexuelle, c'est l'identité raciale, c'est l'identité nationale, il faut plus d'identité, il faut des clones. Et donc, en Europe, aux États-Unis, il y a le cosmopolitisme, le féminisme, toute cette merde qui détruit les identités quelles qu'elles soient. Et dans les pays où il y a encore des identités, donc dans les pays à faible évolution civilisationnelle, on va dire il y a plein de pays en Afrique, il y a plein de pays en Asie où c'est le cas, où il y a l'Inde, c'est le cas également, tu vois, c'est des pays où on vit encore au Moyen-Âge, où c'est old school. Dans ces pays-là, les mecs sont des mecs, les femmes sont des femmes, certes, mais vu qu'ils sont très traditionnalistes, les relations hommes-femmes sont également difficiles, parce que les femmes, par exemple en Afrique du Nord, elles sont obligées de se mettre des sacs poubelles sur la tête, ce genre de conneries. Les femmes en Inde, c'est la vie amoureuse et sexuelle qu'elles ont, c'est lamentable. Les mecs, c'est l'horreur. Généralement, un tiers des mecs restent puceaux,
parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire, ils butent les Ouais. femmes à la naissance C'est pour vrai, des ouais. histoires de dot. Je préfère avoir des mecs comme descendants. Ils n'ont pas le choix. En fait, Ouais. un mec moyen en Inde qui a 3 femmes, pour les marier, et le but de sa vie en tant que père, ça sera de marier ses filles. Hein. À chaque fois qu'il marie ses filles, il doit payer une dot. T'as 3 filles, t'es endetté à vie. Les dots, c'est sérieux. Hein. C'est vraiment, pour eux, c'est 5 ans, 10 ans de boulot. Hein. 3 filles, t'as 30 ans de boulot, quoi. Le mec, il est là. Bon, bah, la 3e fille, il la fout dans le puits, quoi, directement. Et il espère avoir un mec pour récupérer une dot, tu vois. Et il a encore une fille à la place, elle est encore dans le puits, quoi. Donc, il se retrouve dans un pays où il y a plus de mecs que de filles. Et ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout parce que les filles, en plus, dès qu'elles vont aller voir à droite, à gauche, au niveau réputation, c'est mort. On pourra jamais les marier. Elles se font jeter des chaussures sur la gueule. Mais véridique, hein, ils se jettent des savates sur la gueule. Et donc, les filles vont pas du tout être accessibles. Elles vont pas batifoler à droite à gauche, c'est trop dangereux. Je veux dire, elles peuvent vraiment être blacklistées socialement et être en mort civile, plus ou moins. Donc, ça le fait pas. Les mecs donc peuvent pas draguer, ils peuvent pas trouver des copines, ils restent puceaux. Et t'as plein de pays en fait où c'est old school, c'est traditionnel. La réalité, c'est que ces pays-là, les relations hommes-femmes, c'est le néant. Il y a rien du tout. Il y a un niveau de frustration tel que les mecs deviennent pédés par dépit. Sérieusement, hein, en Inde, ils se tiennent la main, ils se tiennent le bras, ils se tiennent l'épaule, ils se tiennent la cuisse, ils se touchent la bite, ils se sucent, ils Ensuite, s'enculent. il y a plusieurs extrêmes. Il y a aussi le Japon, où t'as, je crois, 2/3 des mecs entre 20 et 35 ans qui ne sont plus intéressés par le sexe. Parce qu'ils trouvent que c'est un investissement trop important, on va dire, d'aller vers la femme, tu vois. C'est ce qu'on appelle les herbivores. Les herbivores, je connaissais pas le terme, c'est fantastique. C'est les herbivores japonais. En fait, c'est les mecs, tu vois, qui, si tu veux, ils ont entre 20 et 30 ans. Ils ne cherchent plus à devenir, à se développer en tant qu'hommes, tu vois. Au niveau de travail, ils font le strict minimum. Ils travaillent à mi-temps, tu vois, juste pour avoir assez de thunes pour payer le loyer, payer les jeux vidéo et payer le porn, quoi. Et ils ne vont plus vers les femmes, tu vois. Ils abandonnent. Ouais, voilà, ils abandonnent. Parce que ils considèrent que la femme, c'est un investissement trop important, tu vois. Ils ne cherchent plus à comprendre les femmes. Parce que s'il y a mariage, tu vois, c'est toujours l'homme qui apporte le plus gros apport, quoi. Ouais, on va dire qu'ils ont quitté le navire, tu vois. Ils considèrent qu'investir dans une femme, c'est plus donner que recevoir, quoi. Ouais, c'est des mecs qui sont dans l'erreur totalement. Hein. C'est-à-dire qu'un type qui a jamais reçu vraiment l'attention d'une femelle à haut niveau de féminité ne sait même pas à côté de quoi il passe. Le mec passe à côté de la vie. C'est un truc de dingue. Ouais. Ou c'est parce que ils considèrent que les femmes sont inaccessibles parce qu'ils ont un niveau de vie trop élevé, quoi. Et si on parle d'hypergamie, tu vois, il faut gagner plus que la meuf pour pouvoir la fasciner, si tu veux. Bah, c'est une évidence, c'est une évidence. Mais en gros, c'est de la lâcheté de renoncer au combat. Un homme, un mâle, est censé être responsable, et la responsabilité, ça veut dire se battre. Ça veut dire considérer qu'on a des devoirs, donc on est engagé dans un combat. C'est un combat, c'est un putain de combat d'avoir des ressources. Et sans déconner, c'est pas cadeau, hein. Le classement alpha versus bêta, tu vois, il faut bien qu'il y ait des bêtas pour que les alphas existent. Bien sûr. Les alphas existent que par la comparaison avec les bêtas, quoi. Ah, mais tous les jours, je remercie les bêtas. Tu sais, j'ai une petite prière et tout. Il faut 1 million de bêtas pour faire un mec comme moi. Et j'ai de la gratitude. Ouais. Mhm. Tu vois, il y a quelques temps, tu m'avais dit que tu avais l'impression que ma chaîne, c'était du développement personnel, que j'essayais d'élever les gens. J'en suis convaincu. Bah, en fait, moi, d'après les commentaires que je lis, tu vois, que ce soit pour les vidéos muscu ou pour les relations hommes-femmes, c'est un peu un mix, tu vois. Il y en a ceux qui disent que je suis démotivant, autant pour la muscu que pour les relations hommes-femmes, et qui sont démotivés par mes vidéos. Alors que d'autres, tu vois, ils font un peu de résistance par rapport à mon contenu. Alors que d'autres sont plus dans l'acceptance, si tu veux. Ils acceptent la réalité et ils agissent dans la bonne direction pour en tirer parti, quoi. Alors, je peux te dire ce que j'en pense. Et ce que je te propose, c'est qu'après que je te dise ce que moi je pense de tes vidéos, tu me dises ce que toi t'en penses, ce qui est en fait la réalité. Parce que toi, tu sais pourquoi tu fais tes vidéos. Vas-y. Déjà, tes vidéos, quand on tombe dessus pour la première fois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un chinois avec une putain de voix de robot qui t'annonce sur un ton monocorde des réalités qui te foutent des grandes bifles dans la gueule. Et c'est hardcore. J'ai jamais entendu autant de réalités à la suite. C'est pire que des punchlines. C'est des réalités violentes. C'est des réalités cruelles que tu énonces.
sans une putain de once d'émotion, et pour un peu de sympathie, d'humanité, d'émotion, t'as de temps en temps la gueule de Récitas qui vient rigoler un coup au milieu, ou sur le côté de l'écran, ou des fois t'as moi en position, c'est la position de la naine que t'as pris, faut le savoir. Et donc, il y a un certain contraste entre ces trucs what the fuck que tu fous et la réalité que tu annonces dans tes vidéos. Donc au début, c'est très 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 violent tes vidéos. Ouais. Il y a deux réactions face à la violence. C'est-à-dire que la violence que tu exposes, ce n'est pas une violence gratuite. Hein. À mon sens, tu ne dis que la vérité. Mais c'est des vérités crues qui, en fait, sont tabous pour la plupart. Et le fait que tu viennes annoncer la réalité comme ça, c'est très conflictuel. Et que tu le fasses sur un ton monocorde, c'est encore plus conflictuel parce qu'on dirait que tu annonces un constat. Genre, c'est comme ça, moi je vous lis le constat, là, voilà, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de débat. T'es pas en train de discuter, on sent pas le moindre doute, t'annonces le truc. Et donc, il y a deux solutions. Quand t'entends le constat d'une réalité brutale, soit, dans tous les cas, tu réagis. Ok, ça fait réagir les gens. Et il y a une réaction, c'est genre, putain, c'est chaud pour ma gueule, la réalité est dure, il va falloir que je me batte et je vais m'en sortir et je vais être au top. Et il y en a qui vont écouter ça, qui vont être choqués, qui vont se sentir offensés, qui vont se sentir découragés et qui vont se dire « Ah, mais c'est horrible ce qu'il dit, je vais éteindre cette vidéo parce que regarder la vérité en face, ça fait mal, ça me perturbe, ça me donne des émotions qui sont ingérables. » Donc pour moi, il y a ces deux réactions possibles. Voilà, je te laisse dire pourquoi tu fais tes vidéos et ce que t'en penses. Franchement, j'essaie pas d'élever les gens. Moi, j'essaie de rester neutre, tu vois, et je constate que les réactions sont très partagées. J'ai des mecs et des nanas qui ont l'impression que je suis féministe, tu vois, pro-femme, et j'ai aussi des mecs et des nanas qui ont l'impression que je suis pro-homme, tu vois, anti-femme. Donc, en fait, moi, je suis content, parce que ça prouve que j'arrive à rester un peu neutre, et en fait, moi, j'aime bien aussi voir les gens se battre entre eux, tu vois, dans l'espace commentaire. Et si j'arrive à diviser autant les gens, tu vois, à rester neutre, on va dire, ça me fait du trafic. Donc, en fait, encore une fois, t'es en mode réalité crue. Je fais ça pour générer du trafic. Et ensuite, je vais convertir ce trafic, c'est-à-dire faire des ventes. Oui, voilà. Donc, finalement, moi, ça me fait rire, tu vois, de voir les gens se battre. Moi, je ne peux pas... le fait d'avoir, on va dire, des réactions aussi partagées, ça prouve que j'arrive à rester neutre. Et finalement... ouais, ça fait de la discussion. On est là pour se divertir, tu vois. Je me divertis des réactions que je provoque. Et je confirme, tu arrives à rester neutre, et c'est parce que tu es neutre que les gens peuvent autant parler en mode « Ah, il a voulu dire ça ». En fait, ça donne un peu une libre interprétation. Ouais. Il y en a plein qui viennent me demander c'est quoi mes opinions politiques et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, tu vois, je parle de muscu et de baisse, tu vois. Qu'est-ce qu'ils viennent... Les gens, on va dire, essaient de mettre une étiquette sur toi, tu vois, pour essayer de mieux te cerner. Les gens, on va dire, n'arrivent pas à comprendre, à cerner les gens qui ont, on va dire, un avis nuancé, tu vois. Ils raisonnent un peu en noir et blanc. C'est-à-dire que toi, tu considères ton avis comme nuancé. Il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter, qui vont déjà penser que tu es un extrémiste. Parce qu'aujourd'hui, en France, exprimer la réalité, c'est être un putain d'extrémiste. Par exemple, parlons du remplacement de population. Si tu parles de ça, qui est une réalité, tu regardes, tu prends le métro à Paris, faut être aveugle pour pas voir le remplacement de population. Si tu parles de ça sur un plateau télé, t'as tout le monde qui se met à t'aboyer dessus et qui vont te traiter de fou, qui vont te traiter d'ennemi, de traître, de ce que tu veux, tu vois. Alors qu'il n'y a pas d'orientation, tu vois, tu parleras juste d'un truc que tu as constaté par réalité, comme toi quand tu fais des constats, en transformant, par exemple, souvent tu parles des relations amoureuses et tu montres que les relations amoureuses ne sont que des rapports de force. Il y a plein de gens qui vont te dire « Mais merde, t'es un fils de pute, c'est pas romantique, ce que tu dis. » Et alors quoi? Les relations amoureuses, c'est pas des films, hein. C'est pas toujours romantique. Non, c'est des relations de force, tu ne parles que de réalité. Mais annoncer des réalités, c'est déjà poser ses couilles et c'est déjà, en fait, prendre position. Moi, je considère qu'on va dire comprendre comment un système fonctionne permet d'agir dans la bonne direction, quoi, et de ne pas perdre son temps et son énergie. Quand tu dis je veux pas élever les gens, pas spécialement, moi je te crois pas en fait. Tu sais, c'est un peu comme quand tu proposes un produit. Pas tout le monde va l'acheter, tu vois. Il y en a ceux qui pensent que tu essaies de les élever vont l'acheter. Il y en a ceux qui vont dire que j'essaie de les rabaisser, tu vois, ils vont pas l'acheter, je m'en fous. C'est un peu comme si j'envoyais une bouteille à la mer, tu vois. Et les gens l'interprètent le message comme ils veulent. Ouais, mais cette bouteille à la mer, c'est forcément positif. Tu balances une réalité que la plupart des gens essayent de nier, quoi. Et juste, en balançant cette réalité, tu donnes à plein de gens l'opportunité de confronter la réalité. Et c'est quand même positif, parce que le travail passera uniquement après la remise en question. Si les gens vivent dans l'illusion
S'ils ont les yeux fermés, qu'ils sont aveugles, ils vont jamais faire le boulot. Donc c'est déjà positif, ça peut que les élever. Et ceux qui vont réagir bêtement, on appellera ça la sélection naturelle, ok ? C'est les mecs à qui tu dis on va se faire bouffer, là c'est niqué, il faut commencer à réagir, ils sont là, non, tu nous emmerdes, tu nous amènes des problèmes. Tu sais, ça veut dire en fait ils font partie des sous-alphas qui doivent se faire manger dès que ça va partir en couille. C'est tout, renouvellement de population quoi. Il y a aussi un truc qui est pas forcément politiquement correct de dire, c'est que le développement personnel est très lié à la génétique, si tu veux. Il y a des gens, c'est ce qu'on voit dans l'éducation, hein, tu leur donnes les meilleurs programmes, les meilleurs coachs du monde, ils n'arriveront pas à décoller. C'est comme ça, on n'a pas tous les capacités cognitives pour on va dire, affronter les obstacles de la vie, quoi. Quand tu dis décoller, tu fais référence au programme spatial du Congo ? Non, on va dire améliorer leur situation, tout simplement, tu vois. Parce qu'ils font des trucs bien. J'ai vu un reportage sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu. Je crois que j'ai entendu ça, ouais. La première fusée congolaise, hein. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, elle a fait un mauvais virage. Elle s'est pété la gueule dans le parking à côté. Et ouais, mais c'est quand même un grand succès, quoi. T'avais tout le village autour, il y a eu une grande fête le soir même. Faut bien commencer quelque part. Non, mais c'est no joke, la fusée, elle a fait ça en fait. Elle a fait directement dans le parking à côté, quoi. Ah, ils ont fait ça en ville, tranquille, quoi. Et attends, dans la fusée, ils avaient mis un rat. Je crois que c'est ça. Ils voulaient envoyer un rat dans la stratosphère, donc tu voyais le rat comme un connard. Non. Faut bien commencer quelque part. Ah, mais c'est bien, moi je les encourage, hein, franchement. Ouais. Alors, petite question que j'ai préparée pour toi. Ouais. La question, c'est, voilà, je suis un spécialiste en femelles, je m'y connais, j'en ai dressé beaucoup, j'en ai apprivoisé quelques-unes, et je suis même marié depuis 2 ans avec ma 3e épouse. La première épouse, j'ai été marié 6 ans, hein, tu vois. Les gens vont considérer tes termes dressage et femelle comme péjoratifs et réducteurs des femmes. Ah, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Je suis bien au-delà de ça. J'ai un niveau d'expertise qui fait que ces gens-là, en fait, n'ont pas le droit de parler sur moi à ce sujet-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est m'écouter et acheter mes programmes. Donc bref, te disais-je, je m'y connais grave en femelle, je pèse dans le game, et tout ce que tu dis sur les rapports de force dans les relations amoureuses, je valide. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a offert une telle lucidité ? D'où ça te vient, ce level de lucidité dans un domaine qui n'est pas forcément ton domaine de prédilection à la base, quoi ? Tout ce que je dis sur les relations hommes-femmes s'applique aussi dans le monde du travail, même dans les relations amicales, tu vois. C'est juste une transposition des principes universels, quoi, des rapports de force. Peut-être que ça vient du fait d'être docteur. Quand t'es docteur, tu dois poser des questions aux gens quand tu les diagnostiques. Et t'es en mode assez froid, genre vous vous êtes introduit quoi dans l'anus jeudi à 17h pour venir dans cet état-là ? Et t'es en mode je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais bon... Franchement, je ne pense pas. Bon, moi je considère qu'en fait mes confrères, tu vois, j'ai, on va dire, une opinion pas super positive de mes confrères. Disons que moi je considère que les médecins sont assez trop tête dans le guidon, tu vois. Bon, ils ont un exercice très prenant. Moi, on va dire, je me suis un petit peu évadé de tout ça. Je trouve que les médecins ont très peu de centres d'intérêt, enfin la plupart, tu vois, très peu de centres d'intérêt en dehors de la médecine, quoi. Ils ont, on va dire, une vie orientée vers un seul truc, c'est la médecine. Ils font rien. Garde les yeux ouverts, Dr Ten. Déjà que t'es bridé, que c'est à moitié fermé, là, tu fermes les yeux, on voit plus. Ah, c'est juste que je regarde la webcam qui est là. Je crois que depuis que j'ai commencé mes vidéos YouTube, tu vois, j'ai développé un regard nonchalant, un peu naturel, comme ça. Ouais, c'est vrai. T'as un petit regard, comment il s'appelle ce mec ? Clint Eastwood. Clint Eastwood. T'as un peu la gueule de Clint Eastwood en chinois. Ce qu'il y a aussi, tu vois, il y en a qui ont l'impression que je suis drogué dans mes vidéos, mais en fait, je tourne les vidéos super tard le soir. Et en fait, le fait que je montre aussi peu d'émotion, c'est parce que je suis crevé, quoi. C'est juste il est de notoriété publique que tous les médecins utilisent sur eux les substances qu'ils ont gratuitement, métamorphine, hein, toutes ces petites choses, et en injection souvent parce que c'est plus clean, ou en suppositoire pour éviter de niquer le système gastrique. Hein, à vous. Moi je sais pas pour mes confrères, mais... Est-ce que tu t'es mis un suppo avant notre discussion ? Un suppo de morphine ? Non ? Moi je prends quasiment jamais de médicaments, tu sais. Moi je prends des suppositoires. J'ai pas honte de le dire. Les gens croient que je mène une vie de fou, mais pas du tout. Souvent c'est un suppositoire et au lit, c'est ça ma life aussi. Et tu joues beaucoup au docteur dans tes films, non ? Je joue beaucoup au docteur. Tu sais quoi ? Non. J'ai beaucoup de personnages. Là, aujourd'hui, c'était Mr. Producer. C'est-à-dire que les nanas que j'ai en tournage, elles savent pas parler anglais.
Elle parle pas français non plus, elle parle russe pour la plupart, je parle très mal russe. Donc il y a des dialogues dans le film. C'est genre, les dialogues, c'est « Oh, you like it, hein, you like to feel my big cock in your ass ». Et ça veut dire « Bon, t'aimes la sentir, ma grosse bite dans ton anus ». Et il y a quand même un dialogue qui s'installe, et la fille, tu vois, quand je lui parle en anglais, elle comprend rien. Donc je la forme avant. Et je lui dis « Quoi que je te dise ?» Tu réponds toujours « Yes, Mr. Producer ». Ou alors « No, Mr. Producer ». Ou alors « Please, Mr. Producer ». Et en fait, suivant les films, ça change. Des fois, c'est Uncle Bob. Donc ça va donner des trucs genre « No, no, Uncle Bob, no! Yes, Uncle Bob! Thank you, Uncle Bob! » C'est tout. Et tout ça, ça vient de... Je le dis, faut que je lui fasse un big up. Tout ça, ça vient de Jackie et Michel. Jackie et Michel, ils sont toujours... Et on dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Et tu vois, ce petit gimmick, ça permet aux acteurs de communiquer pendant qu'ils baisent, et pas juste de baiser en mode « Ah, 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 ah. » Tu vois, il y a un petit dialogue, il y a un peu... il y a de l'échange, quoi. C'est humain. D'un coup, il y a de l'émotion. Tu sais quoi, moi je fais souvent des références à des trucs porno dans mes vidéos, tu vois. Mais Jackie et Michel, je connais pas du tout. Ok, bah en fait, Jackie et Michel, ils font des films dans lesquels, pendant le film, t'as le caméraman qui fait « Alors, on dit merci qui ?» Et là, t'as des acteurs en train de baiser qui tournent la tête et qui font « Merci Jackie et Michel !» C'est une marque de fabrique. Ouais, honnêtement, je trouve ça moyen. Je trouve ça mieux quand c'est l'acteur qui demande à l'actrice « Alors, hein, on dit merci qui ?» Et la meuf, elle est là « Merci Jackie et Michel !» Tu vois, c'est ce que je fais moi dans mes films Jackie et Michel. C'est moi-même qui lui demande à la meuf pendant que j'atringle. Et le jeu, c'est de mettre des gros coups de bite quand elle dit Michel. Comme ça, elle a du mal à le dire. C'est ma petite performance perso, quoi. Ah, moi, je suis plus trop à la page. Non, mais chacun son truc. Ah, moi, je suis sur la scène internationale plutôt, tu vois. La scène française, je me suis arrêté à Claire Morgan, tu vois. Après, je sais plus ce qu'il y a eu. Et donc, dans la scène internationale du porn, c'est quoi ton truc? C'est quoi que tu kiffes? Je la sors tout le temps, c'est Mia Malkova, tu vois. Je connais pas, hein. Putain, là je vais passer pour un con. Mia Malkova, c'est une référence sur l'international. Bon, il y a Johnny Sins, tu connais. Ouais, il est très fort. Mia Malkova, je crois qu'actuellement, à la mode, c'est Lana Rhodes. Lana Rhodes. Mais en fait, c'est des meufs qui doivent réussir aux États-Unis, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et je suis pas du tout sur le créneau américain, moi je suis plutôt Europe de l'Est. Ah. C'est-à-dire je suis très calé sur les actrices d'Europe de l'Est, parce que je les ai sodomisées pour la plupart. Et les américaines, j'ai jamais touché parce que j'ai jamais bossé aux États-Unis, quoi. En Europe de l'Est, il y a Angelica. Ah ouais, Angelica. Alors pour ceux qui connaissent pas, Angelica c'est une princesse. Elle est encore plus bonne qu'une top modèle, sauf qu'elle fait de l'anal avec Rocco Siffredi. Attends, elle tourne toujours avec le même gars, je crois. Ben, elle tourne avec son copain, hein, principalement. Elle tourne qu'avec son mec, et elle a quand même accepté de tourner avec Rocco, mais c'est une légende vivante, donc avec lui, il y a des passe-droits, on va dire. Rocco, il est encore vivant, lui? Rocco, il tourne encore. Rocco est hilarant. Ça fait 10 ans que tous les 3 ans, il annonce qu'il arrête le porno. Et le mec, il est accro au petit cul au dernier degré. À chaque fois, il annonce, il le fait, tu sais, il s'arrête genre un mois, quoi. Il est en sueur, il va baiser 50 putes dans le mois. Et c'est vraiment ça, il est accro prostitué également. Et il assume complètement, hein, il en parle comme moi. Ouais. Et après un mois passé aux putes, il est là. Bon, il dit rien, tu sais, mais tranquillement, il appelle une copine et son caméraman, et puis ils font un film sans même s'en rendre compte. Et il se rend compte, tu sais, 2 mois plus tard, qu'il a fait 30 films de plus. Et il est là. Ah putain, tu sais, c'est comme le gars, il a recommencé les clubs, quoi. Mais vraiment, ça fait 3 ou 4 fois que Rocco annonce qu'il arrête. Il a même fait un film pour dire qu'il arrêtait, mais un film au cinéma, carrément, dans lequel il dit c'est mon dernier film et tout. Et vieux, j'ai des copines, elles sont allées tourner chez lui le mois dernier, quoi. Rocco n'a jamais arrêté, jusqu'à ce qu'il va mourir dans l'anus d'une femme, hein, ce mec. Ce sera comme Hugh Hefner et DiCaprio. Hein. À DiCaprio, tout le monde attend, on va dire, la nana avec qui il va se poser. Mais il va jamais se poser, ça c'est certain. Il va faire comme Cristiano Ronaldo, tu vois, qui, s'il veut des enfants, il va demander à une mère porteuse ou des choses comme ça. Ouais, je comprends pas leur délire. Je comprends pas le délire de pas vouloir construire une famille. Ah, je pense qu'ils vont construire une famille. Hugh Hefner, il a eu un premier mariage où il a des enfants, Hugh Hefner. Ouais. Mais construire une famille, en fait, sans la femelle. Sans avoir le socle féminin, tu vois. C'est comme faire une maison sans ciment, quoi. Ah, mais je pense qu'ils vont faire un peu comme toi, on va dire une partenaire primaire et des partenaires secondaires. Ouais, ça peut marcher, ouais. Et d'ailleurs, t'es en couple, toi? T'as une femelle? Là, on va dire que j'ai des amis.
Tu as des copines. Ouais, voilà. Voilà. Mais, on va dire, limité, tu vois. Tu es dans quel délire? Tu construis des relations avec elles? Tu as une implication émotionnelle, financière? Tu leur donnes un peu d'argent de poche? C'est d'abord de très bonnes amies, d'abord. Ok, ouais, donc il y a une vraie relation de respect, de tendresse. Et on ne peut pas, je veux dire, sans un peu d'investissement émotionnel, on va dire. Ouais, mais sinon, moi perso, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amantes, contrairement à ce que les gens croient. Et j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, vu que je vois toutes les putes que je veux, par exemple, ou que je baisse plein de modèles. Donc j'ai pas besoin d'avoir 1 milliard d'amantes, tu vois. Quand j'ai des amantes, je veux quelque chose que je retrouverai pas avec les prostituées ou les modèles. C'est-à-dire que je veux une relation. Donc toutes mes amantes, bon, il y en a pas beaucoup, j'en ai 3. Et ben avec elles, j'ai toujours un projet commun. Je considère que la relation est le cumul des projets communs. Et les projets communs, c'est toujours un truc différent, quoi. Mais je les aide toujours pour un truc, ou elles m'aident. Bon, souvent, c'est moi qui les aide. Et elles m'aident en mettant un peu de soleil dans ma vie, tu vois. Bah, disons que c'est un peu comme des amis hommes que tu baises, quoi. Non? La formulation est très bizarre, mais ouais. Disons que c'est du cul plus de l'amitié. Ouais. En fait, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est imagine fréquenter des mecs juste pour avoir des discussions superficielles. Tu sais, il y a des gens comme ça qui sortent et qui vont juste passer le temps. Ils vont discuter parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. J'ai pas de relation comme ça. J'ai pas du tout ce genre de relation. Mes rares amis, c'est des gens avec qui j'ai des projets communs. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, je vais faire quelque chose avec eux. Généralement, je travaille avec eux. Mais les nanas que je fréquente, ça va pas être juste du cul. Il y aura toujours un truc en plus. C'est-à-dire je vais avoir un projet avec elles. En fait, ta femme, tu l'as rencontrée comment, sur un tournage? Non. J'ai rencontré ma 3e épouse lors d'une conférence de ma première épouse. Une conférence. Tu fais des conférences de quoi, toi? Des conférences sur les relations polyamoureuses, sur l'identité sexuelle. Ah, c'est intéressant, ça. N'ai-je pas l'air d'un conférencier? Si. Tu parles très bien et tout. Tu sais bien présenter les choses, hein. Putain, j'avais préparé une super question pour toi, Vas-y. mais depuis qu'on sait que t'es vietnamien, ça a plus vraiment de sens. C'est-à-dire, je lis la question. Ouais. Je considère qu'il n'y a rien de plus violent que la réalité ou la vérité, et tes vidéos, c'est juste ça. C'est une énumération de vérités crues lues sur un ton monocorde. Comment peux-tu balancer des punchlines aussi violentes à longueur de vidéo et garder cette voix de robot? Est-ce que c'est parce que t'es un Chinois? Et si oui, est-ce donc vrai que les Chinois n'ont pas d'âme? Mais sachant que t'es un Vietnamien, il faut que je change la fin, quoi. Alors c'est franchement, en fait, tu vois, moi je voudrais être plus expressif dans mes vidéos. Franchement, je trouve que c'est un exercice pas du tout facile, tu vois, de parler devant une caméra. Surtout que je suis souvent, je fais ça tard la nuit, tu vois, je suis dans une pièce tout seul et tout. Et, c'est difficile, on va dire, de jouer le jeu. Je suis un mauvais acteur, si tu veux. Et avec le temps, tu vois, il y en a qui ont dit que ça donne un style, tu vois. Grave, et j'en fais partie, hein. Je pense que t'as un style. Ouais. Et là, je me complais un petit peu dedans, tu vois. C'est un peu par fainéantise, là, que je continue comme ça. Et je te dis, ce qui fait le style, c'est le contraste entre la violence de ce que tu dis et et le côté minimaliste de ton ton monocorde. Ça fait un petit peu, je m'en fous, c'est genre... Ouais. Exactement ça. Et c'est le médecin qui t'annonce qu'on a retrouvé le corps de ta mère en plusieurs morceaux. Et qui te dit ça en buvant son café, tu vois que la tasse ne tremble pas, quoi. Il est là, calme. C'est la 4e annonce de la journée, et la journée ne fait que commencer. Bah, disons que les choses n'ont que l'importance qu'on leur accorde, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme les gens qui accordent trop d'importance au romantisme, à l'amour, on va dire, véhiculé par les films Disney, tu vois, des choses comme ça. Hollywood. Tu as une forme de détachement. Oui, voilà. Moi, je considère même pas que c'est bien ou c'est mal, tu vois. C'est juste, je fais avec, c'est tout. C'est comme le mème que je sors souvent dans mes vidéos, c'est don't hate the player, don't hate the game. C'est peut-être ton côté asiate, hein, aussi. Je veux dire, il y a un vrai truc chez les Asiates de rester calme face aux situations. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être des clichés, mais... Est-ce vraiment des clichés? Je ne fréquente pas assez d'Asiates pour le savoir, tu vois. J'aimerais qu'on enchaîne sur le sujet principal de cette vidéo, qui est un peu la deuxième partie. Ouais. Je vais t'emmener sur un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le côté lose coolitude. Alors le terme est peut-être pas terrible, mais c'est le côté c'est cool d'être un loser. Ça a un peu commencé, tu vois, avec Fouzati et avec le rappeur Orelsan, où ils faisaient des raps dans lesquels ils se prétendaient comme des losers, mais ils mettaient ça en scène de manière à ce que ça soit marrante et que tous les mecs qui ont galéré avec les meufs en général, tu vois, ou avec l'argent, tous les mecs qui ont galéré là-dessus, ils pouvaient s'identifier et trouver ça cool. Et ce truc-là a beaucoup d'ampleur, je trouve, sur les forums 18-25 ou sur les forums genre Ave Noël,
Donc il y a un côté vraiment rigolo, tu vois, où on rigole de sa propre misère sexuelle, on rigole de son RSA, de sa pauvreté, on rigole d'être le mec en classe qui se fait tirer des boulettes de papier dans la gueule et qui se mange des tartes. C'est le Célestin, entre guillemets. Ouais. Donc il y a un vrai côté humour autour de ça, et qui est marrant, qui me fait marrer, tu vois. Et il y a un moment, je me suis dit, merde, putain, en fait, ça craint, parce qu'à force de trop délirer sur ce côté loser, genre comme si c'était cool, ils font de la projection mentale, et ça va vraiment arriver dans leur vie. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de rigoler avec va devenir une réalité dont ils n'arriveront pas à se sortir à un moment ou à un autre. Ça a des conséquences, je pense. C'est un jeu dangereux de trop jouer au loser. Bah, si tu veux, c'est un peu... en psychologie, on dit aussi que c'est un mécanisme pour, on va dire, accepter son destin, quoi. Ouais. Si tu veux, en médecine, tu vois, il y a des spécialités qui travaillent beaucoup, tu vois, où ils ont même plus de vie, tu vois. Et quand tu discutes avec eux, ils aiment bien leur boulot, tu vois. Mais objectivement, quand tu vas de l'extérieur, moi je me dis qu'ils ont une vie de merde. Et je pense qu'ils sont obligés de passer par là, pour ne pas se suicider, quoi, tout simplement. La violence de Dr TN, quoi, qui vous explique la life. Ouais, c'est si tu veux, accepter le destin et faire avec, quoi. Et ils en rient au lieu d'en pleurer, tout simplement. Je capte, et l'acceptation, ça aide à faire passer la pilule, ok, on est d'accord. Moi, je me sens concerné, je suis un coach, hein, et quand je vois ça, quand je vois l'acceptation de la médiocrité, je trouve pas ça cool. Et j'ai envie de leur mettre des claques, tu sais, d'arriver, mais gentiment. En fait, ils ont l'air cool. C'est-à-dire la population générale sur le 18-25 a l'air cool, je pense que tu les apprécies. Oui, ils sont sympas. Ouais, j'y vais souvent, on va dire, pour me vider le cerveau, tu vois. C'est un peu comme une récréation, quelques minutes par jour, c'est marrant, quoi. Ouais, t'as tous leurs stickers, c'est tout, ça se voit que tu kiffes, et moi aussi, je suis dans leur délire. Ouais. Mais j'ai une forme de réaction, une réaction un peu épidermique, un peu genre j'ai envie de taper dans le tas, mais bienveillante, de grand frère. Alors ils vont se dire, attends, grand frère, de quoi tu parles? T'es un dégénéré qui fait du porno, quand même. Grand frère, je suis plus âgé qu'eux, j'ai pas 25 ans, moi j'en ai 33. Et ma réaction, c'est genre, bon, assez rigolé les gars, maintenant on va arrêter le délire Célestin, ou on va arrêter le délire RSA, on va arrêter d'être des losers. Peut-être qu'on va se dire, on est des hommes. Et 18-25, c'est le moment où on fait la transition, on devient des hommes. On devient des hommes, ça veut dire quoi? On va apprendre à peser dans le game, comme tu dis. Ça veut dire quoi? On va avoir de la valeur, ça veut dire quoi? On va se mettre au travail. Travaillons. Il y a un truc qu'ils ont de bien, c'est qu'ils ont un système de fraternité. Tu sais, ils s'entraident entre Kay. Ça, je trouve ça cool. C'est hyper important. Mais oui, il faut que ça débouche sur du travail, en fait. C'est l'apport que j'ai envie de leur offrir, c'est ça, c'est travailler, les gars. Faites du développement personnel, hein. Devenez fort physiquement, mentalement. Et c'est tout à fait le délire du Raptor. Oui, c'est vrai. Le développement personnel, tu vois, je trouve aussi que c'est un truc qu'on essaie de complexifier à mort. Et on peut en faire un business, hein. Et moi, si je devrais résumer le développement personnel en une seule phrase, je la sors tout le temps, ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie ou à qui on s'identifie le plus. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. On est la moyenne des gens qu'on fréquente le plus, je confirme. Et ça passe en premier lieu, tu vois, au lieu de chercher des gens qui pèsent, ça passe en premier par éliminer les gens, on va dire, qui ne t'apportent rien. Et ça, tu vois, quand je dis ça, les gens auront l'impression que je suis quelqu'un de sans sentiment et que je me débarrasse des gens, tu vois. C'est la réalité froide, on va dire. C'est vraiment, si tu as un objectif, il faut te débarrasser des gens, on va dire, qui ne t'apportent rien, quoi. Et allouer le temps que tu libères à des gens, on va dire, qui t'apportent quelque chose, qui peuvent t'élever. Si tu t'entoures de mecs qui sont au RSA, tu vois, ou n'importe quoi, ou des mecs qui sont gros, bah tu deviendras aussi gros au RSA, quoi. Non mais c'est sûr. Un type qui veut arrêter la clope, la première chose qu'il doit faire, c'est arrêter de fréquenter des fumeurs. Ouais. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai viré de ma vie tous les pauvres. Je ne fréquente plus que des riches aujourd'hui. Et c'est très important. Également, il n'y a pas de moche. Tu sais, les femelles autour de moi, il n'y en a aucune de moche. Il y en a très peu qui couchent pas avec moi. Toutes les femelles qui sont autour de moi couchent avec moi, mais il n'y a que des très belles. Et quand tu es tout le temps entouré de belles nanas, tu es déjà validé auprès des autres femelles. Oui, c'est sûr. Validé comme une référence. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'air d'un clown. C'est-à-dire, regarde-moi. Tu sais que je me balade comme ça dans la rue, je vais au resto comme ça, et j'ai l'air d'un putain de clown. Je débarque au restaurant, je suis fringué comme ça, avec des grands manteaux, et mes chaînes en or, mes fausses lunettes en or. C'est un délire que je me tape depuis Papacito. C'est une dédicace pour lui, tu vois. Après, c'est une dédicace que j'ai dans mon lifestyle au quotidien. Et je débarque au restaurant avec mes 3 jolies filles bien maquillées, en talons aiguilles, mini-jupe et tout, et avec mon truc. Et j'ai souvent des Russes qui s'arrêtent devant ma table et qui me regardent, qui discutent un peu entre eux, et puis qui me font
et qui me valident. Et moi je suis là, tu vois, je leur fais un signe genre yeah les gars, tu vois, genre c'est cool, ça le fait. Et c'est en mode bienveillant, tu sais, en mode fraternel, ils savent que ça le fait. Ce qui me voit, j'ai les meufs sous chaque bras, tu vois, je suis vraiment posé bien quoi. Et la même chose, si j'avais pas les femelles pour me valider. Là, tu passes par un clochard. Mais j'aurais l'air d'un clochard avec des trucs en toc autour du cou qui va pas payer l'addition. T'aurais les serveurs qui diraient surveiller la table 3 là, avec le Romanichel. Ton style vestimentaire, on va dire, te donne c'est un peu comme pour dire, moi je joue en mode art, tu vois, en mode avec un handicap. Je m'habille comme un clown, mais j'arrive quand même à m'entourer de belles meufs, tu vois. Mec, c'est tellement intelligent ce que tu viens de dire. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu pour montrer que tu pèses encore plus. Que tu joues en mode super art. Putain, c'est rare que... Là, tu m'as niqué. C'est un truc que je révèle pas normalement. Mais tu sais quoi, sincèrement. Ça je l'ai compris. Ouais, là, tu m'as grillé. C'est ce que font tous les pimps, les Macs américains dans les clips là, de 50 Cent. Mais plus ou moins, parce que tu sais quoi, dans les clips, ils essayent quand même d'avoir du bon goût. Alors que moi, c'est what the fuck. Genre, attends, je te montre le dernier chapeau que je me suis acheté. Tu vois, si t'arrives à pécho à des meufs avec ça, tu vois, ça veut dire que... Ça, c'est un chapeau que je porte réellement. Et tu sais quoi, les meufs, elles le kiffent, elles le touchent et tout. Et en fait, tout ce qu'elles veulent, les meufs, elles ont beaucoup d'empathie. Tout ce qu'elles veulent, c'est des bonnes émotions. Et vu qu'elles sont empathiques, elles vont sentir l'émotion du mec. Et si le mec, il débarque avec ses chaînes en or, son chapeau de dingue et tout, on dirait même pas un chapeau, on dirait que j'ai buté l'anus d'un chamois et que je l'ai foutu sur ma gueule. J'ai un cul de chamois sur la tête, tu vois. Les meufs, elles voient ce mec qui délire, qui est dans des bonnes émotions, elles vont quelque part boire ses émotions. C'est sûr. L'humour est contagieuse. Hein. Les émotions sont contagieuses. Et c'est tout ce qu'elles veulent. Les meufs, les premières choses qu'elles veulent, c'est relaxer. Donc avec un type qui est pas stressé, qui est pas agressif. Ouais. Et ensuite, elles veulent être heureuses. Symboliquement, le mec qui est à l'aise avec tout le monde, c'est un peu le mec qui dirige tout le monde dans toutes les personnes de ce lieu-là, tu vois. C'est un peu le leader de cet endroit. C'est un peu ce que essayent d'enseigner les chaînes, les coachs de séduction, tu vois. C'est un petit peu, ouais. Faire semblant d'être l'alpha, alors qu'en fait, tu ne l'es pas en réalité, par ta situation financière et sociale. Et ce qui est pas mal, en fait. Ce qui est pas mal parce qu'il y a plusieurs trucs déjà. Il y a le célèbre concept « fake it until you do it », c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses pour de vrai, parce que c'est comme une pratique qui va t'emmener à le faire pour de vrai. Et il y a un autre truc, c'est que c'est quand même bon d'avoir des skills sociales, c'est-à-dire de ne pas être trop timide et d'oser aborder les gens. Le truc qui est foireux, c'est de faire croire que la technique seule suffit. Ce que j'appelle la technique, c'est la technique d'élocution ou d'éloquence qui va permettre effectivement d'aller parler aux gens. Mais il manque un truc essentiel, c'est le contenu, c'est le fond. C'est-à-dire que si t'as pas une vraie raison de communiquer avec les gens, c'est n'importe quoi. Quand tu vas dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel contexte, et que t'as vraiment un truc à faire, vraiment une raison d'interagir avec les gens, parce qu'il y a des informations que tu dois échanger avec ces personnes, ils peuvent même pas te rembarrer. Oui, parce qu'en fait, tu leur donnes quelque chose de positif. Tu transmets des émotions positives. Et il serait con, on va dire, de rejeter ça, quoi. Au-delà de ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que dans tous les contextes, il y a des codes consensuels en fait que tous les gens admettent sans que ça soit écrit vraiment. Je te vois avec ta mouche qui vas-y, fais du kung-fu, putain, fais-nous plaisir. Et bref, il y a des codes qui font que, suivant le contexte, si quelqu'un vient interagir avec toi en respectant les codes du lieu, tu peux pas l'envoyer chier. C'est-à-dire qu'en utilisant le contexte et les codes, tu peux dominer tout en interagissant avec les gens. Exactement, ouais. Et c'est ce que je fais, hein, toujours. Moi, je suis tout le temps dans des situations dominantes dans mes interactions. Je vais jamais aborder les gens quand il y a des risques pour ma gueule, en fait. Quasiment jamais. S'ils m'ignoraient, c'est eux qui passeraient pour des cons la plupart du temps. C'est le risque contrôlé, c'est ça ? Et au final, je me retrouve habillé comme un clown dans un resto à faire hop 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 hop, appeler le serveur. Et le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas m'ignorer, il a pas le choix. Déjà, il m'a vu depuis tout à l'heure et toute son équipe me regarde et ils chuchotent entre eux. Et maintenant que je l'appelle, même s'il se dit je suis fou, il est obligé de venir. Et quand il vient, je vais le mettre bien, tu vois, je vais lui montrer qu'en fait je suis à l'aise et je délire, je suis un mec sympa et rigolo. Et il se dit qu'il y aura peut-être un pourboire à faire parce que vu que j'ai autant de meufs, j'ai peut-être de l'argent. Et en fait, le serveur, il va être super cool avec moi toute la soirée. Le serveur, il est pas inquiet parce qu'il voit que t'es entouré de meufs. Tout à fait, et pas que. Quand il va venir, tu vois, en venant, il se pose peut-être des questions, mais une fois qu'il arrive, je fais pas le fou. Ouais, voilà, il se rend compte que t'es un mec normal. Ben, pas que, je vais lui témoigner du respect. C'est-à-dire, je vais le vous voyez, la commande, elle va se passer normalement, je vais pas lui faire perdre de temps. Enfin, fou de loin, mais de près, je vais rester normal, quoi. Et pour revenir sur le truc du développement personnel,
j'aimerais que tu nous parles de l'évolution de ta chaîne, ce qui va un peu dans le sujet qu'on développait, c'est-à-dire pour l'instant, tu génères du trafic en parlant d'un sujet de l'autre juste pour te marrer quelque part, parce que t'as rien à proposer. Quand tu tailles des coachs en muscu, t'es pas coach en muscu, tu proposes pas des produits muscu. Quand tu tailles les coachs en séduction, c'est pareil, tu proposes pas des formations. Mais à un moment ou à un autre, tu vas bien proposer quelque chose. Ça dépend. Parce que, tu sais, la notion de l'argent, tu peux aussi la convertir avec le temps humain. Tu vois, c'est un peu comme les gros youtubeurs du genre Thibaut InShape ou Norman, tu vois. Eux, ils ne proposent aucun produit, enfin à ma connaissance. Mais par contre, ce qu'ils obtiennent, c'est du temps humain de l'audience. Ouais. Et qui revendent à YouTube, justement, qui remet des pubs. Je considère que en fait, je ne sais pas encore si je vais monétiser un vrai produit, un vrai service, ou soit je peux aussi continuer sur produire du contenu et on va dire, m'approprier le temps de vie des gens. Je capte. Mais honnêtement, ces gens-là qui font juste du trafic et qui deviennent des espaces publicitaires, donc à mon sens, c'est une forme de prostitution. Hein, quand on commence à foutre des pubs de lessive sur ta gueule pendant que tu fais des sketchs, t'es une petite pute. Hein, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ces gens-là, en fait, sont pas aussi cons que ça. Thibaut InShape, Norman, Cyprien et tout, la plupart d'entre eux sont quand même très intelligents, soyons réalistes, sinon ils n'auraient jamais eu autant de trafic. Et ils font pas que avoir des espaces publicitaires random qui passent sur leurs vidéos. Ils ont des business en parallèle. Un type comme Thibaut InShape, je suis persuadé il a des deals forcément. C'est des deals avec des produits de musculation, des compléments alimentaires. Il y en a, il est sponsorisé, ouais. Ouais, mais pas que. Il a forcément des deals. Il a forcément, par exemple, il use sa réputation, il se fait forcément payer pour apparaître dans une salle de gym. Ou il y a des trucs. Norman, Cyprien, ils ont forcément des deals avec la télé à un moment ou à un autre. Des deals qui pèsent un peu plus que de la pub YouTube. La pub YouTube, en fait, ne suffit jamais. Oui. Même quand tu pèses 5 millions d'abonnés. Non. Thibaut InShape, j'ai calculé selon ses vues, tu vois, le nombre de vues qu'il fait quotidiennement. Rien qu'avec YouTube, il doit tourner dans les 30 000 euros. Hein. Tu penses que ça génère tant que ça ? Il fait du 2 millions de vues par jour. Au moins. 2 millions de vues par jour, ça pèse 30 000 euros, tu penses ? Tu sais, 1000 vues, c'est à peu près... je sais pas si on peut dire ça, en fait. C'est à peu près 1 euro, à peu près. Non, $1. T'es sûr ? Ouais, quasiment. C'était pas genre il y a 10 ans, ça ? Non, c'est actuellement. Ouais. C'est à peu près ça. Vous direz dans les commentaires si c'est ça, mais je suis sceptique. Je pense pas que 1000 vues, ça fasse 1 euro. $1 à peu près. Ouais, bon, mais tu vois, lui, il fait du 2 millions. J'y crois pas. Il fait du 2 millions par jour. Et ça fait presque 1000 euros par jour. Hein. Quoi ? Il y en a qui disent même 1,5 euros. À peu près, tu vois. On va dire, c'est ordre de grandeur, quoi. Ouais, putain, c'est ce que je lis. On va dire, c'est au moins 50 centimes. Ouais, c'est entre 0,4 et 1,8. Donc en moyenne, 0,8. On va dire que ça fait, si on considère que c'est un demi-euro par 1000 vues, ça fait 1000 euros par jour. Ouais, je pensais que c'était moins que ça. Ouais. Non, si le mec il fait 30K par mois, c'est pas un clochard. Ça pèse. Mais ça reste con à mes yeux. Je te jure que ça reste con à mes yeux parce qu'en gros, un type qui commence à consciemment monétiser ses 2 millions de vues par jour, c'est pas 30 kilos par mois qu'il fait, c'est 300K par mois. Oui, non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il a ouvert sa salle de sport, il est sponsorisé. Ah bah si t'as ta salle de sport, là ouais, ça commence à peser. Et aussi, dans les commentaires, on n'arrête pas de me demander de faire un livre. Ça serait mortel. Je vais voir. Non, c'est cool. Mais ça ferait plaisir d'avoir ton bouquin. Et je pense qu'en fait, la monétisation par ses propres produits est vachement plus intéressante que la monétisation random. Je veux dire, même un type qui pèse 2 millions de vues et qui fait de l'argent, comme Thibaut InShape, 30K par mois, déjà, il représente des minorités de dingue. Je veux dire, il y a combien de Thibaut InShape ? Il n'y en a pas 50. Tu as des youtubeurs qui font ne serait-ce qu'1 million de vues par jour. Et putain, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, t'en as 10 en France, même pas. Et à l'inverse, des petits youtubeurs comme moi, qui ont pas j'avais 15 000 followers avant que ma chaîne saute la semaine dernière, et ben je gagne, je gagne comme les gros youtubeurs, sauf que j'ai que 15 000 followers. Pourquoi ? Parce que je monétise très intelligemment, je fais une très belle conversion. Et j'en connais d'autres. Je connais des youtubeurs en trading notamment, qui vendent des formations de trading, qui ont encore moins de followers que moi, et qui gagnent beaucoup plus que moi. Je respecte infiniment plus ces gars que des mecs comme Norman qui vendent de la lessive. Tant qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, tu vois, en fait, on arrive tous à bien vivre. Il n'y a pas une seule façon de monétiser. Ouais, je comprends. Mais en fait, j'aime bien le contrôle.
Et quand tu deviens un espace publicitaire et qu'on fout n'importe quelle pub de merde sur ta gueule, je trouve que t'as pas trop le contrôle de ton image. Et qu'un vrai homme, il contrôle son image. Alors les gens vont se dire, mais de quoi il parle? Son image est dégueulasse, le mec est pornocrate, il tient des propos invraisemblables, il a pas une bonne image. J'ai l'image que je me suis donnée. Il faut exploiter ses points forts aussi. Toi, on va dire, tu as des connaissances en sextao, tu vois, des choses comme ça. Lui, la plupart des jeunes youtubeurs, en fait, c'est des mecs qui ont arrêté les études ou des choses comme ça. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment de service à vendre, à part leur capital sympathie. Ouais, je capte. T'as raison. En fait, t'as raison. Les mecs ont un capital sympathie, misent tout dessus. Ils sont sympas, ils sont mainstream, ça veut dire que tout le monde les aime, ils sont très large public. Mais ils n'ont pas de service, ils n'ont pas rien à vendre, quoi. À part ça, à part leur capital sympathie. Bon, et alors, toi, tu vas tout miser sur ton capital sympathie avec ta voix monocorde de chinois? T'as un produit, là. Ton bouquin, quoi d'autre? Franchement, on va commencer par ça, ensuite on verra. Donc tu vas faire un bouquin? Ça se pourrait. Ça serait cool, ça serait super cool. J'attends ton bouquin, moi, avec impatience. Mais ce sera, on va dire, un best-of de toutes mes vidéos. L'exercice du pouvoir, mais au sens large, tu vois, c'est pas de la politique. Ok, je capte. Deux choses. Déjà, le sujet que tu vas aborder, l'exercice du pouvoir, est excellent, c'est très très intéressant. Et en fait, je l'aborde déjà avec les relations de femmes aussi. Et autre chose, pour des jeunes ados qui connaissent pas encore la réalité, c'est vachement bien de lire un bouquin dans le style de ce que tu fais. C'est-à-dire, au lieu de croire à des illusions à la con qu'on leur vend dans les films hollywoodiens, qu'on leur vend à l'école, qui vendent l'égalitarisme, la plus grande illusion de tous les temps, un bouquin comme le tien, ça vient foutre des grosses baffes, genre oublie toute cette merde, ok, la réalité elle est dure, la réalité c'est des rapports de force, et donc si tu pèses pas, tu vas perdre tous tes rapports de force. Tu seras un dominé, et les dominés, généralement, ils sont pas en bonne santé, et ils sont pas très heureux. Non mais c'est la réalité, putain. Tu sais, ça dépend. C'est comme l'essence féminine, tu vois, qui se soumet à l'homme. On n'a pas tous le même taux de testo, tu vois. Il y en a qui se complaisent, on va dire, dans la soumission. Dans la soumission. C'est peut-être, on va dire, un profil hormonal différent du tien ou du mien. Et peut-être qu'ils se complaisent comme ça. Une femme très féminine, on va dire, n'aime pas, on va dire, l'idée de son mec. Complètement, elles aiment se soumettre. Et les femmes très féminines vont avoir l'intelligence de se soumettre à un homme très puissant, sur lequel elles ont en fait une influence énorme. C'est-à-dire que moi, derrière tout mon côté clownesque de dominateur, quelque part, je suis soumis à mon épouse. Mais sincèrement. Oui, oui, non, c'est un échange, ouais, c'est un échange. C'est moi qui travaille pour elle, hein, pas l'inverse. C'est moi qui lui fournis des ressources, pas l'inverse. Donc, il y a une forme de soumission à mon épouse et je l'écoute. C'est-à-dire que quand elle me dit non sur un sujet, vu que je l'ai choisi, elle, je lui donne un crédit énorme. Et quand elle me dit non, je peux te dire que je réfléchis, quoi. Je vais faire des vraies recherches jusqu'à souvent rallier son avis. Disons, on est tous le Mac et la pute de quelqu'un d'autre. Elle est, on va dire, ta pute parce que tu l'entretiens avec de l'argent, mais toi, tu es sa pute parce qu'elle te donne du sexe. Enfin, son sexe. Mais pas que. Oui, pas que. Non, mais ça, je simplifie. Tu simplifies. Et puis, elle me donne une descendance. Je veux des enfants. Et ça coûte cher. Je veux dire, tu peux pas déconner avec la mère de tes enfants. C'est sûr. Sinon, tu niques ta descendance, en fait. Et quand t'as un peu d'ambition, t'aimerais que ta descendance, elle pèse. Et elle peut pas peser si tu traites la mère de tes enfants comme de la merde. Je suis d'accord. Disons que c'est un échange mutuel. Donc bref, plus on parle, moins je te crois quand tu dis que tu veux pas être positif, que tu veux pas tirer les gens vers le haut. Moi je suis positif pour moi. Ensuite, moi j'envoie une bouteille à la mer, tu vois, avec mes vidéos. Et les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils peuvent l'interpréter comme, on va dire, un message démoralisant ou démotivant. Il y en a d'autres qui vont prendre ça, on va dire, comme une prise de conscience ou qui vont, on va dire, leur permettre d'avancer dans le bon sens. Ça n'est que positif. Ça n'est que positif. Vraiment. Je veux dire, les gens qui vont être démoralisés par ça, tu sais quoi, c'est moins pire d'être un peu démoralisé que d'un coup avoir la surprise de « Oh putain, ça existe ce truc, c'est ça la réalité ?» et crever. Tu vois, au moins ils auraient été prévenus à l'avance. Au moins ils auront eu l'opportunité de savoir que la réalité c'est des rapports de force. Ils auront eu la chance de pouvoir réagir un peu et de peser un peu plus par le travail. Tu leur as donné une chance. Donc ils l'ont pas saisi, bon c'est tant pis pour eux. Mais ça reste positif en fait. T'essayes de...
En fait, c'est ton intention, c'est ça que je veux dire. Ton intention est bonne, elle est forcément bonne. Pour faire ce que tu fais, t'as forcément une bonne intention. De toute façon, moi je dis toujours, j'essaie de devenir le plus riche possible en étant le plus moral possible. Ouais. Et la morale, c'est quelque chose de subjectif, tu vois. Et finalement, la morale qu'il faut adopter, c'est celle de la majorité. Le mec neutre jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis là pour me mettre bien. Ah non, pas parce que j'ai une période de ma vie, tu vois, où je me suis demandé c'était quoi, qu'est-ce qui était la morale absolue. Et en fait, c'est celle de la majorité. Le truc le plus immoral du monde, la morale absolue, c'est la morale de la majorité. Dr. TN, la vérité froide. Disons que je m'adapte, tu vois, aux situations. Il y a une citation qui dit, je sais plus d'où elle vient, c'est Fighting change is a losing battle. Ce qui veut dire combattre le changement, c'est perdu d'avance. Il y a une autre phrase qui m'a beaucoup influencé. Il n'y a de constant que le changement. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une réalité absolue. Il n'y a de constant que le changement. En fait, il y a plein de gens qui s'attachent à une situation T à un moment donné, en mode là c'est comme ça, ne bougeons plus. Mais la vie, elle bouge. Ouais, les gens bougent et en fait, ils te dépassent. En fait, tout évolue. Des fois, tu crois avoir une solution, ta solution, bah ça y est, elle est obsolète, elle ne fonctionne plus. Mais pour tout, hein, pour survivre en gros. Pour avoir des ressources financières, des ressources amoureuses et sexuelles. Tu croyais qu'à tel instant c'était bien avec cette meuf et que ça allait le faire pour toute ta vie. Non, ça change tous les jours. Tu croyais que tu avais de l'argent, c'était bon. Non, t'as plus d'argent. Enfin, tu vois, il y a des coups qui arrivent comme ça tout le temps. Et ce truc, je me le répète tout le temps. Dès qu'une couille m'arrive, il n'y a de constant que le changement. Et il va falloir que je fasse des zigzags pour m'en sortir. Les gens se doutent pas en fait du nombre de zigzags que je dois faire pour être au top dans mon boulot. Ah oui, il faut toujours avoir des coups d'avance même et anticiper l'avenir. C'est un peu ce que je fais, on va dire, avec la médecine, quoi. Mais bon, pour l'instant, les gens me prennent pour un fou. Je suis pas sûr. Un dernier truc, et on va peut-être arrêter là. T'as pas mal utilisé ma gueule dans tes vidéos. C'est comme ça que je t'ai découvert en fait. C'est des potes qui m'ont dit « t'es dans la vidéo de Dr. TN ». J'étais là, c'est qui Dr. TN? Je connaissais pas, j'ai écouté, j'ai beaucoup rigolé. Et pourquoi? Comment c'est arrivé que ma gueule elle finit sur tes vidéos? C'est juste la réplique marrante. J'ai baisé une naine. C'était le moment, tu vois. Toutes mes répliques, on va dire, sont un peu cheloues, tu vois, du genre moi ta femme j'abaisse, tu vois, de Marseille là, ou des trucs de Cortex. C'était mieux avant, c'était bien maintenant, c'était bien avant. Bah, tu sais quoi, je veux qu'on en parle. En fait, je veux qu'on parle de chacune de ces répliques. On va commencer par celle de Cortex. C'était mieux maintenant, c'était mieux avant, c'était mieux maintenant. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire déjà? Moi, je connais pas ce mec, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais même pas pourquoi je choisis ces séquences, tu vois, c'est tellement con. Mais vieux, ça me marque. À chaque fois que je vois ce mec dire ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut ce mec? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ça vient de la vidéo où il clashait le joueur du grenier. Tu vois. Bon, mais ça, c'était des phénomènes qui ont presque 10 ans maintenant. Mais elle veut dire quoi, cette putain de phrase? Elle veut rien dire, tu vois, c'est juste... ça surprend, tu vois. L'humour passe par la surprise. Ouais, voilà. Et souvent, il n'y a pas besoin d'expliquer, quoi. C'est juste comme ça, c'est tellement cool. Cool. Ouais, en fait, mes questions sont des questions à la con, des demandes d'explication. Et donc, pareil, quand tu mets l'extrait de ma gueule en mode j'ai baisé une naine... Souvent, ça n'a rien à voir avec ce que je dis avant. Des fois, je mets même des incrustes qui n'ont rien à voir, tu vois, et ça fait rire tout le monde. Mets-toi à ma place, ok? Ouais. Je fais des vidéos très intelligentes, très instructives, dans lesquelles je parle de mes expériences passionnantes avec les femelles de petite taille, sur lesquelles j'ai fait des expériences sexuelles adorables et que j'ai envie de recommencer évidemment et de mettre en scène. Donc moi je fais une vidéo comme ça qui a valeur de culture nationale, et derrière je vois des extraits passer dans les vidéos d'un sociologue de renom comme toi, un docteur, tu vois, un mec qui pèse quoi, un mec intelligent, et là je me dis merde, pourquoi, comment, tu vois, donc j'ai une vraie émotion en fait en voyant ta vidéo et en voyant ma gueule au milieu qui dit j'ai baisé une naine hors sujet quoi. Je suis là. Il n'y a pas à chercher d'explication, c'est juste... Ah non, mais sans explication, je te dis juste, mon émotion quand je vois ce truc, quand je vois ma gueule apparaître un peu partout en mode j'ai baisé une naine, ça me fait du bien en fait, je suis heureux quand je vois ça. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est peut-être instinctif, je suis juste heureux. Et la question que j'ai c'est, alors est-ce que ça pèse de baiser des naines? Moi je pense qu'objectivement non, tu vois. Non, mais si la naine est jolie. Ce ne sera pas politiquement correct ce que je vais dire, tu vois. Il n'y a pas de mépris, je précise, tu vois. Fais-nous ton analyse Dr. TN là.
Disons que ça ne fait pas partie des canons de beauté, on va dire, d'être nain. Ok, donc ça pèse pas trop de baiser une naine, quoi. Ouais, voilà. Et je précise que je méprise personne, hein, c'est juste constater que les gens ne valent pas la même chose sur le marché du sexe. Je te fais une grosse bise et je vais aller me reposer un peu. Salut. A Bisous. plus, merci encore, t'assures. Salut. Salut.